Nous sommes en retard parce que si au niveau de la recherche et développement, on est la 6e puissance mondiale, en matière d'innovation, on est plutôt entre la 17e et la 20e place. On sait que l'innovation est d'origine technologique pour 20% et à 80%, elle va être d'origine changement d'usage, marketing, modèle économique. Notre lecture donc, au sein de l'Observatoire Commédia, il repose sur un triptyque. Tu parlais de 3 axes, nous c'est un triptyque. La data, l'information et les vecteurs de communication. Le changement d'usage, le changement de modèle économique sont des prises de risque importants pour tous les acteurs. Et pour limiter cette prise de risque, il faut que les acteurs qui travaillent ensemble puissent se faire davantage confiance. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Dominique. Nous allons parler d'innovation. Tu es président du comité Richelieu. En quelques mots, c'est quoi le comité Richelieu ? Le comité Richelieu, c'est l'association des entreprises d'innovation et de croissance en France qui recouvre un écosystème à peu près de 4000 entreprises, de la start-up à la PME jusqu'à l'ETI. Quel est le constat que tu dresses aujourd'hui autour de l'innovation ? Le constat, c'est de dire que nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que si au niveau de la recherche et développement, on est la 6e puissance mondiale, en matière d'innovation, on est plutôt entre la 17e et la 20e place, loin derrière les pays nord-européens, loin derrière la Suisse, les petits pays comme Israël, et bien évidemment les États-Unis, sans compter les géants qui vont venir, qui viennent notamment de la Chine ou de l'Inde. On est donc en retard. Jean-Pierre, pourquoi ce retard en France que tu soulignes ? Il y a un retard pour 3 raisons principales, des raisons d'ordre politique, des raisons d'ordre économique et des raisons d'ordre culturel. Alors, tout d'abord, si on prend le politique, le politique a toujours entretenu une confusion entre R&D et innovation, avec en plus, quelque part, un leitmotiv autour de la technologie. Or, par définition, aujourd'hui, on sait que l'innovation est d'origine technologique pour 20% et à 80%, elle va être d'origine changement d'usage, marketing, modèle économique, bref, tout un tas de social, tout un tas de raisons qui, entre guillemets, n'ont pas à voir directement avec des sauts technologiques. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe en Europe, 50% des entreprises les plus innovantes en Europe ne font pas de R&D. En termes d'exemple, je voudrais prendre celui que l'on prend toujours en exemple, c'est Apple. Apple est considéré comme l'entreprise la plus innovante au monde. Or, en matière de R&D, Apple n'apparaît qu'à la 70e place au niveau mondial. Alors maintenant, le côté économique. Alors, le côté économique, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est dans une révolution industrielle qui a pour moteur les logiciels, les algorithmes, Internet et électronique. Et qu'on est en train d'évoluer vers un monde du big data, de changement d'usage, de changement de paradigme de modèle économique, et que cette contrainte est une réalité qu'il faut prendre en compte en termes économiques. La troisième dimension, c'est la dimension culturelle. Je crois qu'il faut vraiment essayer de sortir de cette dimension technologique et de comprendre qu'aujourd'hui l'innovation est vraiment un mix d'abord de design, d'intégration, de technologie, d'application, d'usage, de changement de mode marketing. Regardons le rôle du client prescripteur. Bref, tous ces éléments sont les éléments qu'il faut changer à titre culturel. Et il est clair que les relations entre notamment les PME, les universités, les grands groupes sont à revoir en France. On prend toujours l'exemple de l'écosystème de la Silicon Valley. Je ne sais pas s'il est reproductible en France. Ce qui est sûr, c'est que cet écosystème, il fonctionne et qu'il est certainement un moteur qui favorise l'éclosion, le développement, l'innovation. Alors, Jean-Pierre, notre lecture donc, au sein de l'Observatoire Commédia, il repose sur un triptyque. Tu parlais de 3 axes, nous c'est un triptyque. La data, l'information et les vecteurs de communication. J'ai conscience que nous avons traité principalement la notion de vecteurs de communication. Et lorsque nous avons parlé des vecteurs de communication, c'était pour s'inscrire dans une logique de décloisonnement des métiers de la communication. Autant dire qu'on est encore assez loin d'avoir intégré la data et l'information. Mais puisqu'on parle de décloisonnement, ce à quoi je suis tout à fait sensibilisé sur ton approche, c'est la notion des technologies.
J'ai l'impression que nous, le monde du marketing et des services, nous sommes très loin de cet environnement qui est celle des technologies. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette notion de décloisonnement, auquel je souhaiterais qu'on ait un parti pris fort, qui est de dire on ne peut pas continuer à faire une scission entre la partie des technologies d'une part et la partie du marketing et des services d'autre part, sachant que les usages est au cœur de notre préoccupation. Alors moi d'abord j'aime bien ce triptyque. J'aime bien ce triptyque parce que je vais le prendre à l'envers, Dominique, si tu permets, c'est que je vais partir des vecteurs de communication. C'est finalement les métiers au sens très large, d'où vient l'écosystème de l'Observatoire comme média. On retrouve tout un tas de métiers qui, au passage, s'appuient beaucoup sur les technologies. Je prends juste un exemple d'un métier que j'aime beaucoup, l'imprimerie. L'imprimerie est, je dirais, arc-boutée, même trop, sur sa technologie de production. La première chose que dit un imprimeur, c'est quelle est sa capacité, ses outils de production. On est donc complètement axé dans la technologie, mais une technologie qui doit effectivement évoluer vers de nouveaux services et de nouveaux usages. Alors, dans le triptyque, tu cites la data et puis l'information. Alors moi aussi, je trouve que c'est pertinent. Pourquoi ? Parce que de toute façon, aujourd'hui, même si on a du mal encore à le formaliser, cette notion de big data pose le sujet de l'information pertinente et du marketing relationnel. On sait qu'il y a un gisement et que les grands gagnants de demain sont ceux qui sauront utiliser, je dirais, dans leur relation client, leur relation avec leurs partenaires, leur écosystème, la big data. Donc on est un enjeu. Et ça touche le deuxième triptyque, enfin le troisième élément que tu citais, qui est l'information. Alors, moi j'aime bien une phrase que disait Bernanos, qui date des années 50, qui disait que, à propos du monde des médias, d'ailleurs qui apparaissait au tout début des années 50-60, disait « Être informé de tout et ne plus rien comprendre, tel sera le sort des imbéciles ». Et il y a donc là, je dirais, une sorte de vérité absolue qui se dégage, c'est qu'on est dans un monde des médias, on est dans un monde de l'information, on est dans un monde de l'instantanéité, et la difficulté, c'est de savoir ce qui est vrai, ce qui est pertinent et ce qui est authentique. Eh bien, c'est là-dessus que ça va se jouer. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle du client prescripteur, tu es typiquement dans le contrôle de ça. C'est-à-dire que, finalement, quand tu vas sur TripAdvisor, qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches l'information qui va être vraie, qui va être authentique, qui va être pertinente parce qu'elle a été vécue par un client utilisateur. Voilà, on est dans ce modèle-là. Jean-Pierre, lorsqu'on a ouvert le chantier de cette réflexion donc, de l'industrie et du monde du marketing, tu m'as cité Autolib. Alors, au départ, je n'ai pas bien compris pourquoi. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette point de vue ? Alors, je vais te parler d'Autolib, mais avant, je vais remonter un peu sur le monde de l'automobile. Parce que si on prend, je dirais, l'automobile, c'est typiquement l'emblème de l'industrie, donc de la seconde révolution industrielle. Aujourd'hui, les investissements qui sont faits dans le domaine automobile par les grands du numérique, les Apple, les Google, sont colossaux. Et on sait qu'on se dirige vers des automobiles qui sont des objets connectés, mobiles par définition, qui sont des objets avec de plus en plus d'autonomie jusqu'à la conduite. Bref, on est en train de redéfinir une automobile, je dirais, d'une nouvelle génération. Alors, ça, c'est l'automobile, on va dire, traditionnelle. Après, tu as l'usage de l'automobile. Et ça, ce qui est intéressant dans Autolib, c'est que tu pars au départ sur une rupture technologique qui est quand même la batterie. La batterie qui va être la source de la production de la motricité. Et ensuite se construit une stratégie qui est bâtie sur un usage de « j'utilise la voiture quand j'en ai besoin et quand je n'en ai plus besoin, je la remets à un parking de stationnement ». Donc, avec l'écosystème que ça veut dire, les plateformes, les accords avec les grandes métropoles, c'est un objet complexe, Autolib, et c'est une innovation pour moi, je dirais, aboutie. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait appel à l'ensemble des modes de l'innovation. Tu as de la technologie, bien évidemment. Tu as des changements d'usage au cœur du sujet. Tu as un changement de modèle économique. Ça joue sur des plateformes. Enfin, bref, tu as tous les ingrédients qui illustrent l'interaction entre le monde de l'automobile, les changements d'usage et les technologies. Le comité Richelieu, l'Observatoire comme média, nous devons ouvrir ce chantier qui est le décloisonnement entre l'industrie, le marketing et les services. Je suis absolument ravi et flatté, Jean-Pierre, qu'on puisse conduire ce projet ensemble.
Je suis ravi également de pouvoir ouvrir ce partenariat, cette ouverture. Mais tu sais, Dominique, je pense que le monde de l'industrie, quelque part, que représente peut-être un peu plus le comité Richelieu, avec ce côté marqué, technologie, développement, il a aussi besoin de trouver de nouveaux clients, de nouvelles perspectives, de nouveaux moyens de communication. Et cette notion d'écloisonnement, elle est au cœur du sujet. Tu sais, quand on parle d'innovation, aujourd'hui, on parle d'open innovation, d'innovation collaborative. On a aujourd'hui besoin, les écosystèmes, les entreprises, les petites comme les grandes, ont besoin de travailler ensemble, de communiquer, de se faire confiance. C'est un élément fondamental. On n'a pas utilisé le mot confiance et je voudrais qu'on le mette au cœur du sujet. Parce que l'innovation, le changement d'usage, le changement de modèle économique sont des prises de risque importants pour tous les acteurs. Et pour limiter cette prise de risque, il faut que les acteurs qui travaillent ensemble puissent se faire davantage confiance. Et c'est aussi ça, je crois, à travers notre ouverture, notre partenariat, qu'on doit mettre en valeur. Le 8 avril, nous avons une journée pour nous, une journée pour convaincre, une journée pour présenter, une journée pour faire de la pédagogie, pour partager, pour faire venir, faire découvrir également ce qu'est le monde de l'innovation au village Baïséa. C'est des startups à rencontrer, c'est surtout du business à faire. Les chemins d'innovation, c'est vraiment une perspective de business. Je crois que nous partageons cette même vision, pas d'innovation si pas de bons de commande de signer, pas d'innovation prendront véritablement leur essor si ces entreprises formidables que nous vivons et que nous voyons aujourd'hui ne rencontrent pas des grands donneurs d'ordre, ne rencontrent pas des grandes entreprises qui leur font confiance, qui les permettent de grandir. Parce qu'il ne suffit pas de lever des fonds, il ne suffit pas de capter des capitaux. Faut-il encore convaincre des grandes entreprises qui parfois ont du mal à nous identifier. Je rappelle, quand on est à plus de 35 000 entreprises dans une filière comme celle de la communication, comment identifier l'innovation qui règne et comment je la détecte? Notre rôle doit être là, c'est de le mettre en valeur, de le faire savoir et de le faire valoir pour que toutes ces entreprises innovantes puissent trouver leur marché. Le 8 avril, c'est ça. C'est bien sûr des échanges, c'est bien sûr des conférences, c'est bien sûr des points de rencontre, mais c'est surtout des relations de confiance entre des grands donneurs d'ordre et ces entreprises innovantes pour que des bons de commande soient signés. Moi Dominique, je ne peux qu'approuver ce que tu dis. On a trop tendance à associer innovation à subvention, aide, capital, prise de participation. Je pense que ce qui nous différencie des Américains, entre autres, et je ne veux pas être un pro-américain en sens, mais c'est que l'innovation, c'est d'abord du business. Et ce que les entreprises ont besoin aujourd'hui, et au comité Richelieu, ça a toujours été pour nous un leitmotiv, c'est faciliter les rencontres pour faciliter le business. Ce qu'ont besoin les entreprises, c'est d'abord d'avoir du business, des clients. Donc moi, je souscris tout à fait à ce genre d'événement où on va, à travers un événement mais qui va faire partager des valeurs, des convictions, on va avoir des discussions, on va avoir des tables rondes, on va avoir des gens qui vont peut-être s'opposer, mais on va communiquer. Et puis on va aussi permettre que des acteurs, des petits, des grands, se rencontrent avec finalement, je dirais, ce cadre-là qui est sur l'innovation, qui sont les startups, qui est cette notion à la fois oser et oser en confiance. Merci Jean-Pierre. Avec plaisir. Allons plus loin ensemble. Rendez-vous le 8. Rendez-vous le 8.